Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de l'Avant-Garde Plus, toujours accompagné de Nadia. Aujourd'hui, on a le grand honneur d'être accompagné d'Ernesto González de la Torre, responsable aux affaires politiques de l'ambassade de Cuba en France. Donc, on te remercie beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et également accompagné de Babette, responsable internationale de la JC, pour aborder un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Et encore plus au vu du contexte, celui du blocus de la République de Cuba orchestré par les États-Unis. Un blocus qui s'est considérablement intensifié ces derniers mois. Un blocus criminel, et on y reviendra, pour reprendre un peu tous les éléments de la situation et pouvoir prendre le temps justement de comprendre la situation, comprendre ce qui se passe, comment mettre en place la solidarité avec l'île, que ce soit en France ou partout dans le monde. Avant de commencer, Ernesto, est-ce que tu peux nous faire un peu un point sur la situation à Cuba et en particulier la situation humanitaire qui est engendrée par le blocus? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous. Je crois que c'est une question très importante. Aujourd'hui, Cuba vit une situation très complexe. On peut dire que notre peuple est en train de subir une punition collective. C'est une politique génocidaire à partir du renforcement du blocus économique et financier imposé par les gouvernements des États-Unis. Pour comprendre de quoi on parle, il faudra remonter au début de ces blocus qui durent déjà plus de 60 ans, mais il faut parler aussi de son durcissement le plus récent. C'est surtout à partir de 2019, la première administration du gouvernement de Donald Trump, où les États-Unis ont commencé à imposer beaucoup de mesures très agressives contre Cuba, qui ont durci ces blocus et qui ont fait qu'il y a eu des mesures sans précédent, en fait. Il y a plus de 240 mesures qui ont été prises à partir de 2019 pendant le gouvernement de Trump 1 et qui ont touché toutes les sphères de la vie des Cubains, visant évidemment à asphyxier notre île. Après Trump 1, on a eu le gouvernement de Biden qui n'a rien fait jusqu'au dernier moment de son mandat. Et après, on tombe sur le gouvernement de Trump 2 qui, spécifiquement dès le premier jour de son mandat, a commencé à prendre à nouveau des mesures contre Cuba, notamment la réinscription de notre île sur la liste des États soutenant le terrorisme, ce qui a provoqué, par exemple, que des dizaines de banques qui travaillaient avec Cuba ont quitté l'île, parce qu'en fait, Cuba est devenu un pays de risque. On parle des mesures qui touchent aussi chaque secteur de notre société et qui ont rendu ces blocus, c'est pour ça qu'on l'appelle comme une politique, c'est pour nous une politique génocidaire et comme une punition collective. Comme vous le savez, Cuba est très reconnu après la révolution cubaine pour ses acquis. On a été capable de construire un système de justice sociale, un système robuste par rapport à la santé et à l'éducation. Mais il faut se demander qu'est-ce que Cuba aurait pu faire si on n'avait pas eu cette charge du blocus contre nous. Je vais juste donner un exemple. Lors du dernier rapport qui était publié par Cuba, qui accompagne la résolution que nous présentons chaque année à l'Assemblée générale des Nations unies, on a mentionné un chiffre, c'est que le blocus a causé des dommages qui équivalent à peu près à 170 milliards de dollars depuis son début, c'est-à-dire plus de 20 millions de dollars par jour. Donc imaginez-vous, c'est une charge économique énorme pour un pays sous-développé qui a dû survivre sous une pression inouïe, en fait. Et ces données-là ne tiennent pas en compte, par exemple, les développements les plus récents, parce que peut-être on abordera ces sujets plus tard, mais il y a eu cet ordre exécutif du 29 janvier 2026 qui a en effet imposé un blocus pétrolier contre notre pays. C'est une mesure sans précédent aussi qui vise à couper toutes les possibilités de Cuba d'acquérir
une ressource essentielle, comme c'est les carburants, et cela a des effets. Comment ça s'est traduit dans la pratique? Il y a évidemment des coupures d'électricité, mais il y a les transports qui est affecté, il y a les systèmes d'éducation et surtout la santé. Selon les dernières données de notre ministère de la Santé publique, il y a, et juste pour vous dire un exemple, il y a presque 100 000 Cubains qui sont en attente d'une opération chirurgicale, dont 11 000 enfants. Donc là, c'est un exemple qui nous permet d'analyser, de visualiser l'effet concret de ces mesures qui sont en fait des mesures criminelles et génocidaires contre notre peuple, qui n'a rien mérité pour avoir ces mesures, ces pressions contre nous. Bien sûr. Vas-y. Non, c'était pour revenir un peu, tu as donné un exemple qui est quand même parlant sur la question de la santé et des impacts directs, mais ce blocus en particulier pétrolier, ça va être quoi les autres un peu aspects qui vont bloquer l'économie cubaine? Ça va être quoi les exemples un peu concrets de blocage, enfin les exemples d'effets de ce blocus? Oui, donc il faut dire tout d'abord que cette poursuite à l'arrivée de pétrole sur Cuba n'est pas une mesure nouvelle. Il faut dire qu'à partir surtout de 2019, dans la première administration de Donald Trump, les gouvernements des États-Unis ont commencé déjà à cibler les bateaux, les fournisseurs, les armateurs, les compagnies d'assurance qui étaient liés à vendre ou exporter du pétrole vers l'île. Il faut souligner une chose, ce n'est pas normal d'avoir ces genres de restrictions contre un pays souverain. Il y a les droits internationaux, il y a les droits du commerce international. Donc Cuba a en fait tout le droit souverain d'acheter du pétrole, qui est en fait une ressource essentielle. Parce que Cuba produit 30 ou 40% de ses besoins par rapport au carburant, mais le reste, on doit l'importer. Donc, pourquoi bloquer Cuba comme ça? Pourquoi les gouvernements des États-Unis s'arrogent le droit de dire à n'importe quel pays, tu ne peux pas vendre du pétrole à l'île? Et après, ce qui s'est passé plus récemment, c'est un durcissement de ces mesures. Donc, on a les gouvernements, les départements d'État des États-Unis qui publient une règle, une ordonnance, une ordre exécutive qui, basiquement, dit au pays, c'est interdit de vendre ou de donner du pétrole à Cuba, ou sinon, tu vas être sanctionné, tu vas avoir des mesures contre toi, on va t'isoler. Donc là, il y a deux choses. Ça, d'une part, montre que le blocus est un fait réel, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent toujours que le blocus est quelque chose un peu d'abstrait. Et là, on le peut voir directement. Il y a un gouvernement, on peut dire la puissance la plus grande du monde qui est en train d'imposer cette décision. Et d'un autre côté, ça démontre aussi le caractère extraterritorial du blocus, parce que c'est des mesures qui ne touchent que la relation bilatérale entre Cuba et les États-Unis, mais les relations que Cuba peut avoir avec des pays tiers. Donc, je mentionnais que cela a un effet sur absolument tous les secteurs de notre île, parce que le carburant est une ressource primaire, essentielle. Je vous mentionnais l'exemple sur la santé, mais il y a aussi les transports. Mais il y a aussi la production agricole, par exemple. Quand on n'a pas de carburant, comment est-ce qu'on fait fonctionner les machines? Comment est-ce qu'on fait fonctionner la production normale dans les pays, dans les usines? Donc tout cela a des effets gravissimes sur notre capacité à continuer à nous développer et à fonctionner d'une façon normale, en fait. Et comment est-ce qu'on explique un tel acharnement des États-Unis sur Cuba? C'est une très bonne question. Je crois qu'il faut revenir un peu en arrière et analyser quelle était la relation entre Cuba et les États-Unis avant 1959. Comme vous le savez, avant cette date, Cuba était formellement un pays indépendant depuis 1902, mais en réalité, on était sous la domination des États-Unis. Tous les leviers économiques, politiques et sociaux
était sous la domination d'un gouvernement étranger, des États-Unis, qui dominait absolument tous les secteurs. La plupart des terres agricoles, par exemple, tous les ressources essentielles appartenaient aux grandes entreprises transnationales des États-Unis. Il y avait évidemment, d'un point de vue politique et social, la dictature de Batista, soutenue par les gouvernements des États-Unis, qui était bien sûr un régime dictatorial qui réprimait le peuple cubain, qui vivait dans une grande partie dans la précarité. Il y avait évidemment une bourgeoisie qui fleurissait, mais la plupart de notre population était dans la pauvreté. Et c'est là qu'on a eu cette révolution menée par le commandant Fidel Castro en 1959, qui rompt avec ces systèmes et qui commence à établir ou à construire un système basé sur l'être humain, sur la justice sociale, sur le droit des Cubains à avoir accès à la dignité, en fait, à un système de santé, à un système d'éducation universel. Et évidemment, ça entre en contradiction avec les intérêts des États-Unis qui immédiatement commencent à imposer ces blocus. Donc le blocus commence même dès le début de la révolution cubaine. Il y a toujours eu pour objectif de renverser notre gouvernement. Si on lit le mémorandum de Lester D. Mallory, qui était à l'époque sous-secrétaire d'État pour les affaires étrangères, on le voit clairement. Il dit qu'il est important que les États-Unis fassent absolument tout pour affamer le peuple cubain et pour provoquer une révolte interne qui puisse faire tomber le gouvernement. Et c'est ça la logique qui s'applique encore aujourd'hui. Donc le blocus est une mesure qui a beaucoup évolué au fil des temps et qui s'est endurcie. Et pourquoi un tel acharnement? Est-ce que Cuba représente une menace pour les États-Unis, comme ils le disent? C'était ça le prétexte qu'ils ont mis pour imposer cette dernière ordre exécutive. Est-ce que Cuba a pour objectif de porter atteinte au gouvernement des États-Unis, au peuple états-unien? Évidemment que non. Mais Cuba, même si Cuba ne représente pas une menace, Cuba représente un défi. Un défi pour les États-Unis parce que ce que les successifs gouvernements n'ont pas pu accepter et tolérer, c'est qu'on a construit un système différent et qu'on a démontré que ce système qui ne se soumet pas aux ordres des États-Unis est en fait possible. Et c'est pour ça qu'il y a cet acharnement. Et ils ont tout essayé en fait. Il y a le blocus, c'est l'outil, on peut dire central, fondamental, mais il y a eu les agressions militaires, les agressions bactériologiques. On peut parler de la guerre médiatique, l'intoxication via les médias, la guerre psychologique même. Donc je crois que ça, c'est la base de pourquoi les États-Unis ont cette politique envers Cuba. Babette, comment réagit le gouvernement français face à cette situation? Alors, déjà, il faut savoir que les relations entre Cuba et la France ne sont pas totalement inexistantes. Il existe des liens entre les deux. Depuis 1962, notamment, la France, chaque année, vote la résolution de l'ONU pour la levée du blocus à Cuba. Il y a aussi eu 27 tonnes de matériel qui ont été envoyées au moment de l'ouragan Mélissa, donc par la France. Et très récemment, tout récemment, la France a aidé le peuple cubain à refinancer sa dette avec le Club de Paris. Et dans le sens inverse, Cuba aussi a beaucoup aidé le peuple français, puisque pendant la pandémie de Covid, l'île a envoyé des médecins dans nos territoires d'outre-mer, dans la Caraïbe, pour pallier au manque actuel, enfin, de ce moment-là. Néanmoins, depuis les événements tout à fait récents de janvier et les nouvelles menaces de Trump sur Cuba, la France n'a pas réagi. C'est un silence qui est somme toute criminel au vu de la crise humanitaire en cours à Cuba. Et au-delà de ça, on est dans un laisser-faire vis-à-vis des États-Unis qui continuent d'imposer leur domination impérialiste dans le monde et vis-à-vis de la France et qui menace finalement la souveraineté mondiale et la paix mondiale.
Pourquoi je dis vis-à-vis de la France? Parce qu'aujourd'hui, ça menace aussi les intérêts français dans une certaine mesure, l'instabilité qui est provoquée au Moyen-Orient et Moyen-Orient, pardon, en Amérique latine et dans les Caraïbes, puisqu'on a des territoires d'outre-mer, la Guyane, la Martinique, euh, la Guadeloupe. Et d'ailleurs, avec Fabien Roussel, il y a une initiative qui a été prise d'envoyer un courrier pour interpeller le président de la République, où il a rappelé les intérêts français dans la région, la nécessité de lever, enfin, d'appuyer la levée du blocus et d'en finir avec l'instabilité actuelle. Et aussi la nécessité, l'urgence d'envoyer une aide humanitaire pour aider le peuple cubain à affronter la crise. Et le gouvernement français a répondu, et la réponse est assez décevante, puisque ils ont, dans un premier temps, rappelé bien sûr l'historique des relations franco-cubaines, mais en reprenant la propagande impérialiste occidentale vis-à-vis de Cuba, et en résumant quand même la crise de Cuba à une crise interne, et non pas une crise qui est finalement internationale, avec les velléités des États-Unis d'imposer leur domination sur Cuba. Donc, on voit quand même depuis un certain temps, mais c'est pas nouveau, qu'il y a une vraie politique, on va dire, de laisser faire de la part du gouvernement français, de la part de la France, comme je disais, depuis les événements de janvier, alors qu'en plus l'impérialisme états-unien se veut de plus en plus agressif. On est quand même passé d'une période de sanctions, de menaces à des menaces d'intervention armée, à des interventions armées même, à l'enlèvement d'un président élu au Venezuela. Et aujourd'hui, la France a complètement perdu sa voix sur la scène internationale, s'est effacée au profit des priorités de l'OTAN. OTAN qui est, on le rappelle, quand même un outil qui a été créé pour et par les États-Unis. Et après, sur la scène, on va dire, nationale en France, c'est pas sans conséquence, ça a des impacts, puisque on se retrouve dans une fuite en avant militariste, avec une augmentation des budgets militaires, comme le demandent les États-Unis, avec de l'austérité imposée, des sacrifices sociaux imposés au nom de la guerre, et les impacts que ça peut avoir, les conséquences que ça peut avoir pour la jeunesse française aussi, c'est-à-dire plus de chômage, des salaires qui sont très bas, des situations quand même qui nous, ne nous arrangent pas. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un lien, et il faut pas, enfin peut-être qu'on reviendra dessus, mais il ne faut pas l'oublier, il y a un lien aussi entre les velléités impérialistes des États-Unis, que ce soit à Cuba ou partout ailleurs dans le monde, et la situation aussi chez nous, dans nos pays, vis-à-vis de ces sanctions et de ces guerres. Et donc nous, vis-à-vis de ça, on demande, on interpelle le gouvernement français, on demande de l'aide humanitaire pour Cuba. On demande qu'il y ait plus d'accords aussi de coopération, plus d'échanges, plus de relations entre la France et Cuba, et bien entendu à ce que puissent être sécurisés aussi les échanges commerciaux entre les entreprises françaises et les entreprises cubaines. C'est intéressant cet aspect un peu de vassalité choisie de la France à l'égard des États-Unis, qui n'a pas toujours été l'histoire de la France, je pense que c'est important de le rappeler, qui est relativement neuf si on prend l'histoire de notre pays. C'est pas la première fois qu'on en parle dans l'Avant-Garde Plus, on l'avait déjà beaucoup abordé quand on avait parlé de l'industrie américaine, sur la question des droits de douane où on s'était soumis à des droits de douane absolument inégaux. Avec Berivan, quand on avait parlé de la situation du Kurdistan et de la politique américaine au Moyen-Orient, cette situation de vassalité de la France à l'égard des États-Unis, elle était déjà évoquée. Et en fait, on la retrouve un peu dans tous les sujets internationaux dès qu'on parle de la France. Donc je pense que c'est important de le voir. Et le 3 janvier dernier, au moment de l'attaque américaine sur le Venezuela, elle s'est encore fait ressentir, parce qu'on a eu un communiqué se félicitant d'un changement de régime, quand même, enfin, pas d'un changement de régime, de l'enlèvement de Nicolas Maduro, quoi. Donc c'est-à-dire que c'était quand même
assez délirant pour un pays qui se réclame du droit international et qui est du droit international comme la France d'avoir une telle réaction. Et justement, cette attaque du 3 janvier, elle a pas été anodine parce que cette agression américaine contre le Venezuela, elle a contribué à isoler Cuba en perdant un partenaire économique plutôt privilégié et en imposant des nouvelles sanctions encore plus exacerbées sur l'île. Quelles ont été les conséquences justement de cette agression sur les relations que Cuba pouvait avoir avec ses partenaires économiques? Bon, tout d'abord, je crois qu'il faut dire et notre gouvernement l'a dit, que cette agression impérialiste contre le Venezuela a été un événement très très grave qu'on a condamné avec la plus grande fermeté. Et notre gouvernement, évidemment, l'a dit à plusieurs reprises, parce que ce n'est pas seulement une agression contre le peuple vénézuélien, mais aussi contre l'Amérique latine, qui est, après aussi nous avions déclaré comme une zone de paix lors du sommet de la CELAC en 2014 à La Havane. Et c'est aussi un sujet qui n'est pas du tout abstrait pour Cuba, parce qu'il faut rappeler qu'on a perdu 32 de nos compatriotes lors de cette attaque, auquel on a rendu évidemment un hommage partout dans l'île. C'est vrai que le Venezuela a été pendant des années un partenaire économique important pour Cuba, mais il faut rappeler que même avant cette agression, quand la présence militaire et les pressions des États-Unis se sont renforcées dans la Caraïbe, il y a eu déjà des limitations pour les relations économiques entre les deux pays. Et comme je le disais tout à l'heure, toutes ces restrictions par rapport à l'envoi du carburant ont commencé en 2019. Donc déjà, il y avait des restrictions par rapport à ces échanges qu'on aurait pu avoir. Mais c'est vrai que l'ordre exécutif, qu'on abordait aussi tout à l'heure, a franchi un cap. Euh, il faut le dire, notre président l'a dit, depuis décembre et jusqu'à l'arrivée du bateau de la Russie, il n'y a pas eu une goutte de pétrole qui est arrivée sur l'île. Donc cela a évidemment des impacts énormes sur notre économie. Euh, on disait que jamais l'arrivée d'un bateau de pétrole avait fait autant de bruit au niveau international. Donc ce qui devrait être un aspect tout à fait anodin du point de vue du commerce international est devenu la nouvelle, la une de tous les journaux. Et ça démontre à quel point il y avait un vrai blocage sur l'approvisionnement de carburant sur notre île. Donc, je dirais que ce qui a un impact sur les relations commerciales avec les pays, c'est évidemment cet ordre exécutif qui vise à imposer des tarifs douaniers ou des sanctions économiques à des pays tiers. Et je répète que du point de vue du droit international, du point de vue du commerce international, Cuba a absolument tout le droit du monde d'avoir ces types d'échanges. Donc les répercussions ont été énormes parce que quand un pays ne reçoit pas de pétrole pendant 3 mois, c'est compliqué. Il faudra se demander quel autre pays aussi aurait pu résister, aurait pu se réinventer comme on l'a fait pour pouvoir faire face à ces restrictions. On a dû, bien évidemment, mettre en place des adaptations dans le transport, dans le régime du travail, dans l'éducation, pour pouvoir affronter cette situation qui est en fait terrible. Et on a aussi mis en place d'autres stratégies par rapport à l'énergie solaire et d'autres, mais on pourra peut-être en parler plus tard. Mais oui, c'est une affronte évidemment au droit de Cuba à commercer avec n'importe quel pays du monde. Et cet endurcissement du blocus sans précédent qui doit s'arrêter. Souvent, on a du mal à comprendre quand même comment un seul État, les États-Unis, peuvent décider avec qui va échanger Cuba ou justement pas échanger. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'un seul État peut-il contraindre tous les autres États à ne pas commercer avec Cuba?
Bah, nous, c'est ce qu'on essaye de faire comprendre aussi en tant que jeunes communistes, c'est que le combat contre le blocus, défendre Cuba, c'est combattre pour la souveraineté populaire et donc pour la souveraineté aussi de la France, du peuple français. euh, Tout simplement parce qu'aujourd'hui, et ce que disait aussi un peu Ernesto, nos entreprises, nos banques, elles obéissent aux lois américaines, états-uniennes. Et parce que finalement, le blocus, c'est un outil de domination des États-Unis sur Cuba, mais aussi sur le reste du monde. Pour reprendre un peu l'historique, le blocus, il a été mis en place juste après, comme tu le disais, la mise en place de la réforme agraire. Au début, il me semble que c'était pour empêcher les entreprises cubaines de commercer avec les États-Unis. Puis au fil du temps, il y a de nouvelles lois qui ont été promulguées et qui ont fait en sorte que le blocus devienne rétroactif et internationalisé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, toute entreprise ou toute personne qui veut commercer avec Cuba n'a plus le droit de commercer avec les États-Unis pendant un certain temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'extraterritorialité des lois et qui font que les États-Unis ont réussi à imposer leurs lois en dehors même de leur territoire. Et en dépit du reste, les entreprises françaises, les banques françaises, elles sont soumises à ce système. Il y a aussi de nouvelles mesures qui ont été mises en place par Obama notamment, puisque contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, Obama n'a pas tant milité pour la levée du blocus que ça, il l'a même renforcé, puisque maintenant, toutes les banques qui utilisent le dollar dans leurs transactions avec Cuba doivent payer des amendes, de lourdes amendes, et ça a été le cas de nombreuses banques françaises, notamment BNP Paribas, qui a dû payer une amende aux États-Unis de 8,9 milliards de dollars. Et sans compter, comme tu l'évoquais, les mesures qui ont été mises en place sous le premier puis le deuxième mandat de Trump et les évolutions récentes de la situation internationale. Donc, nous, on pense que finalement, agir contre ce système, cette extraterritorialité des lois, c'est aussi agir pour notre indépendance et c'est ce qu'on revendique aussi. Juste pour ajouter, je crois qu'il faut insister sur précisément cette extraterritorialité, parce que c'est l'une des caractéristiques les plus importantes du blocus. On pourrait mettre plusieurs exemples, mais au-delà de cette nouvelle mesure contre l'approvisionnement des carburants, déjà, il y avait en place d'autres mesures extraterritoriales. Par exemple, si un bateau de n'importe quel pays accoste sur un port cubain, après, ces bateaux ne peuvent pas se rendre aux États-Unis pendant une période de 6 mois. Il y a d'autres mesures, par exemple, après l'inclusion de Cuba dans cette liste des États qui soutiennent le terrorisme. Si vous, en tant que Français, vous voulez voyager aux États-Unis après avoir voyagé à Cuba, c'est impossible parce que vous ne bénéficiez plus de l'ESTA, de l'exception des visas pour aller aux États-Unis. Il y a aussi tous les amendes qui ont été imposées, comme vous le disiez tout à l'heure, aux banques françaises, des milliards des dollars. Mais c'est aussi plus simple que ça. Si un citoyen commun veut envoyer de l'argent vers Cuba et qu'il y a juste le nom Cuba sur les documents de la transaction, c'est immédiatement bloqué. On peut aller jusqu'à fermer ton compte bancaire. Donc l'extraterritorialité, c'est un aspect central du blocus. Et il y a aussi d'instruments au niveau européen, comme tu le disais, qui sont censés bloquer aussi cet effet extraterritorial, mais qui en réalité ne s'appliquent pas. D'ailleurs, si je peux rebondir sur les instruments de l'Union européenne, Emmanuel Macron avait, lors du forum de Davos, demandé à l'Union européenne d'utiliser ces instruments au moment où Trump menaçait les États européens de droits de douane extrêmement élevés. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi
ne pas activer ces instruments aussi pour la situation actuelle pour Cuba, ça permettrait aussi à notre échelle, à l'échelle de l'Union européenne, de pouvoir riposter. C'est cette extraterritorialité des lois, pas facile à dire comme mot. Je pense que, enfin, nous, à la JC, et dans l'avant-garde, on l'a analysé comme une des caractéristiques de l'impérialisme américain et une caractéristique qui va de plus en plus agressive, plus cet impérialisme est en crise, en fait. On l'a vu, et d'ailleurs, pas que à Cuba, parce qu'ils l'ont, à partir de la deuxième administration Trump et du fameux jour de la libération qu'on a beaucoup traité dans l'avant-garde, c'était été des droits de douane absolument asymétriques à tous les coins du globe. Et cette agressivité qui va de plus en plus et qui a été extrêmement touchée par la France. Enfin, toujours aujourd'hui, on est avec un accord commercial absolument asymétrique avec les États-Unis parce qu'on a choisi une position de vassal. Donc, c'est quand même assez différent d'autres États qui sont en lutte contre cet impérialisme. Mais quand on a une prédominance hégémonique américaine sur l'économie mondiale qui est à ce point-là forte, c'est difficile un peu de lutter sur un pied d'égalité. Et ça s'est senti dans le monde entier au-delà de Cuba depuis la deuxième administration Trump. Donc je pense que ça a permis aussi de donner un exemple de la violence de ce que ça peut être des sanctions économiques. Et justement, on a vu depuis janvier certaines oppositions de certains États qui sont opposés. On a un vote tous les ans à l'ONU avec une extrême majorité d'États qui s'opposent à ce blocus. Mais la question, c'est comment on va réussir à passer des paroles à ces oppositions il y a une opposition à un blocus qui est criminel, qui est contraire au droit international, et ça, l'extrême majorité des États du monde le reconnaît, à une opposition en acte à des véritables coopérations économiques et commerciales avec Cuba nouées par les États. Tu as parlé, Ernesto, du pétrolier russe qui est arrivé sur l'île. Il y a aussi eu il me semble, au sommet de Barcelone, un communiqué du Mexique, Colombie, Espagne pour traiter la question. Mais comment on arrive à justement passer cette étape de la sanction morale à des véritables coopérations commerciales? Bon, nos autorités, les autorités cubaines, ont souligné qu'il y a eu un accompagnement international à Cuba après cet ordre exécutif du 29 janvier. D'une façon plus générale, comme tu viens de le dire, il y a une opposition globale et presque unanime au blocus. On le voit chaque année aux Nations Unies. Et spécifiquement par rapport à ces blocus pétroliers, euh, il y a eu des réponses de plusieurs pays. Tout d'abord, je crois qu'il faut dire que nous vivons, et vous venez d'en parler, dans un contexte international très très tendu et très complexe, où on voit un gouvernement des États-Unis qui essaie d'imposer la loi du plus fort et qui rend plus ouvertement que jamais avec cet ordre international établi, avec ces droits internationaux auxquels, il faut le dire, Cuba et la plupart des pays du monde restent attachés. Donc, c'est dans ces contextes-là qu'on est très reconnaissant aussi de l'aide que beaucoup de pays, ou que plusieurs pays ont pu apporter à notre île au milieu de cette situation si complexe. On peut parler par exemple de l'aide apportée par le Mexique, dont la présidente Claudia Sheinbaum a eu une position très, très ferme et très digne. Ils ont envoyé plusieurs bateaux d'aide humanitaire. On peut parler, comme tu viens de le dire aussi, du bateau qui est venu de la Russie avec 700 000 tonnes de carburant qu'on a déjà commencé à distribuer partout dans notre île et qui ont permis à notre pays de respirer un peu après presque 4 mois sans pétrole. Il y a eu aussi des gestes d'autres pays. On peut mentionner la Chine, par exemple, qui nous aide beaucoup en ce qui concerne l'installation des parcs photovoltaïques. Ils ont envoyé aussi de l'aide alimentaire. Tu as mentionné aussi les communiqués récents de l'Espagne, du Brésil et du Mexique, où ils ont indiqué leur préoccupation face à cette situation et l'intention aussi d'envoyer de l'aide. Donc ça, c'est très important et notre pays et notre peuple est très reconnaissant de ça. Mais je crois qu'il faut souligner aussi qu'à part
l'aide gouvernementale, il y a eu une aide de la part de la société civile internationale qui est très importante aussi. Et je parle notamment des différents mouvements de solidarité avec Cuba partout dans le monde, des organisations d'amitié avec Cuba, des ONG, des organisations de jeunesse, des associations des Cubains qui résident à l'étranger et qui se sont très très vite mobilisés pour répondre aux besoins les plus importants des Cubains, qui sont, on peut dire, l'énergie tout d'abord, parce que c'est la situation énergétique, celle qui est la plus grave aujourd'hui, mais aussi l'alimentation et la santé, qui est un secteur aussi essentiel. Donc, il y a eu plusieurs démonstrations d'aide, de solidarité concrète de la part de ces mouvements au niveau international. Cela s'est traduit par l'envoi des conteneurs, par exemple, des centaines de conteneurs qui ont été envoyés. Et ça nous touche aussi beaucoup parce que ça veut dire qu'il y a un sentiment de vouloir aider le peuple cubain et les gens s'organisent vraiment très vite et surmontent beaucoup d'obstacles pour pouvoir envoyer cette aide. Mais il y a aussi la récolte des fonds. Il y a aussi tout le travail un peu plus politique de continuer à faire connaître la réalité de Cuba. Et ça, on le voit aussi en France. En fait, en France, les mouvements de solidarité avec Cuba en France a répondu évidemment à cette situation. Et c'est organisé. Il y a des organisations politiques, dont le PSF, dont les MJCF, d'autres forces politiques et aussi pardon, toutes les associations de solidarité avec Cuba qui existent depuis des dizaines d'années et qui ne cessent pas de se mobiliser et d'envoyer de l'aide à notre pays. Donc, je crois qu'il faut reconnaître ces efforts parce que ce sont des efforts très, très importants et Cuba est très reconnaissant de cette aide qui a pu être envoyée par les gouvernements, mais aussi par les mouvements de solidarité avec Cuba dans le monde et particulièrement en France. Oui, alors justement, pour revenir un peu sur toute cette aide qui a eu lieu en France, provenant des jeunes communistes un peu dans toute la France, provenant du Parti communiste, provenant plus largement du camp progressiste, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur tous les efforts colossaux qu'il y a eu derrière et peut-être pour les auditeurs et les auditrices qui ont eu la chance de participer à un de ces événements ou qui l'ont vu passer sur les réseaux sociaux et qui étaient un peu curieux de comprendre les efforts qu'il y a derrière et tout ce qu'il y a derrière et que représentent ces événements, qu'est-ce qu'on y fait, tout ça. Est-ce qu'on peut peut-être faire un tour d'horizon sur tous les événements qui existent? Comme le disait Ernesto, il y a quand même pas mal de pays qui ont affiché un soutien officiel, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, au vu des sanctions, de pouvoir envoyer du matériel à Cuba. Et c'est vrai que du coup, les organisations politiques, syndicales, les associations de solidarité se sont mobilisées. Et la plus grosse initiative, on va dire, qui a eu lieu récemment, c'est la flottille Nuestra América, qui a eu lieu en mars. Et il y a plus de 140 organisations qui ont participé à cet événement, venues de 33 pays. Ça a permis donc d'acheminer, si je ne me trompe pas, 40 tonnes de matériel, que ce soit nourriture, matériel médical, panneaux photovoltaïques. Et c'était à la fois par voie maritime et à la fois par voie aérienne. Et nous, en France, avec notamment le Parti communiste français, on a réussi aussi à lancer une initiative dans ce cadre-là pour envoyer 25 mètres cubes de matériel par avion cargo. Et donc ça fait partie aussi des initiatives qui ont été lancées, mais depuis plusieurs mois déjà, dans le cadre d'une plateforme de solidarité avec Cuba, qui a été initiée avec le Parti communiste français, le MJCF, la CGT et l'ensemble des organisations de solidarité qui travaillent aujourd'hui avec Cuba. C'est aussi cette plateforme qui a impulsé un week-end de mobilisation en avril dernier à échelle internationale, puisque l'objectif aussi qu'on se donne, c'est de réussir à internationaliser le mouvement de solidarité avec Cuba.
Le visibiliser en France, bien sûr, mais l'internationaliser, en tout cas rentrer dans dans cette ambition collective internationale. Après, il y a aussi quelque chose à savoir, c'est que pour nous, les communistes, la solidarité avec Cuba, c'est quelque chose d'historique, hein, puisque dès la révolution cubaine, dès les années 60, euh, on on a commencé à bâtir des liens avec Cuba, à construire la solidarité internationale, que ce soit avec le parti, ses élus, ses mairies. Et c'est vrai que dès 1964, c'est les jeunes communistes qui ont commencé à organiser les premières brigades de solidarité à travers ce qu'on appelait à l'époque les séjours, loisirs et vacances de la jeunesse. Et c'est ce qu'on appelle, ce qu'on va appeler un peu plus tard le tourisme social et le tourisme politique, pardon. Et c'est ce que nous aussi, on a essayé de reconstruire un peu avec le MJCF ces dernières années. Le parti, l'historique du parti et de la solidarité avec Cuba est grand, mais on peut noter par exemple qu'on a participé, aidé aussi à construire des liens économiques et c'est aussi comme ça qu'est née l'association Cuba Coopération, notamment parce qu'à l'époque aussi Georges Marchais et Fidel Castro avaient de très bons liens. Mais pas que, parce que je pense qu'une grande partie de la solidarité avec Cuba, elle s'est construite avec les militants communistes. Aujourd'hui encore, c'est une grande majorité des militants qui se mobilisent au quotidien vis-à-vis de Cuba. Et donc cette solidarité, elle s'inscrit aussi au Parti communiste et nous, on s'inscrit aussi dedans avec le MJCF dans le cadre d'une campagne de solidarité qui a été lancée en 2023 déjà et qui a pour objectif d'envoyer du matériel. Principal objectif d'envoyer du matériel à Cuba. Il y a un container qui a déjà été envoyé en juillet dernier et 2 autres qui sont en préparation. Et deuxième objectif de cette campagne, c'est de réussir à redévelopper la coopération territoriale avec Cuba, avec l'aide de nos mairies pour mettre en place des jumelages, des accords de coopération. Et enfin, donc une action dans laquelle nous, on s'inscrit à l'AJC, c'est l'envoi de délégations et donc la mise en place d'actions liées au tourisme politique. Si je peux juste rajouter, je crois que c'est très important qu'ici en France, il y a une vraie compréhension de l'importance de la solidarité, mais de 2 volets. C'est-à-dire la solidarité concrète, pouvoir aider Cuba via visiter le pays ou avoir des accords de coopération, développer la coopération territoriale, envoyer des conteneurs, mais pas que de conteneurs, parce qu'il y a parfois des valises solidaires qui sont envoyées aussi et il y a des tonnes. À la fin, si on rajoute chaque valise, il y a des tonnes de médicaments et des matériaux qui sont envoyés. Mais il y a aussi l'autre côté dont tu parlais, et c'est aussi faire des campagnes de solidarité, faire connaître la réalité de Cuba, parce que ce volet politique est aussi très important. Et c'est là-dessus qui s'inscrit aussi cette mobilisation qui a eu lieu. Je crois que c'est important de le souligner, parce que ça a été un mouvement historique. Si je peux dire, ici en France, jamais on avait eu autant des villes. On a eu presque 40 villes, dont les 20 plus importantes villes de France, qui se sont mobilisées tout un week-end pour dire stop au blocus, il faut renforcer la solidarité avec Cuba. Et ça, c'est exceptionnel. Je crois que ça a été un événement sans précédent et qui démontre aussi cette coordination qu'il y a eu entre toutes les forces, tous les acteurs de la solidarité envers Cuba ici en France. Et c'est un élan qu'il faudra continuer à développer. Merci beaucoup. Cette année, on fête un centenaire, le centenaire du dirigeant révolutionnaire Fidel Castro. Et là-dessus, du coup, on a une question, c'est comment Cuba parvient-elle à faire vivre le processus révolutionnaire de l'île face à la guerre politique, économique inouïe qu'elle subit de la part des États-Unis? Oui, c'est une très bonne question. Moi, je commencerai pour dire qu'on on entend souvent le Cuban
dire que les États-Unis ont choisi une très mauvaise année pour renforcer leur agression et leur menace contre Cuba, parce que c'est précisément, comme tu viens de le dire, une année très très importante pour nous, parce qu'on commémore les centenaires de notre leader historique, Fidel Castro. Et je crois qu'on doit partir du fait que son legs est toujours là, est toujours vivant et continue à guider toutes les décisions qui sont prises par notre gouvernement, mais aussi dans ce processus des continuités historiques, institutionnelles et idéologiques aussi, qui est suivi par notre peuple. Donc on voit les idées des fidèles dans tout ce qui fait aujourd'hui notre révolution, qu'il faut le dire, c'est un processus révolutionnaire qui continue à agir, contrairement à ce que montrent les différents médias, que Cuba est un pays au bord de l'effondrement et qui est paralysé. C'est vrai qu'on subit des circonstances très très dures qui se font sentir, qui ont un côté humain, parce que à la fin, c'est notre peuple qui subit ces conséquences. Mais malgré toute cette pression externe, on continue à essayer de nous développer et à trouver des moyens pour arriver à avoir et à donner à notre peuple un plus grand niveau de qualité de vie, parce que c'est ça enfin l'objectif, c'est de continuer à développer notre révolution. On l'a vu, si on parle des années récentes, par exemple, notre dernière constitution qui date de 2019, et après on a eu toute une série de changements du point de vue législatif. On peut mentionner notamment les nouveaux codes des familles, et ce sont tous des instruments qui s'inscrivent dans l'idée de renforcer les droits de notre peuple et d'adapter notre réalité aussi juridique à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc c'est un processus qui est dans un renouveau permanent. Et plus récemment, je crois on peut citer que c'est grâce aussi à cet exemple, à ces idées des fidèles, qu'on a pu se réinventer et qu'on a pu s'adapter à ces circonstances qui ont été imposées par les blocus pétroliers, parce qu'on a dû, comme je le disais tout à l'heure, euh, faire des changements dans la façon de fonctionner, en fait. Parce que quand tu te trouves sans pétrole, il faut trouver des moyens. Et c'est ça ce on a fait aussi. C'est une stratégie qui n'est pas nouvelle, par exemple, mais qui s'est beaucoup renforcée dernièrement. La stratégie pour installer des parcs photovoltaïques, essayer de diminuer notre dépendance au pétrole, au carburant. Et là, on a passé, par exemple, d'avoir 3 ou 4% d'énergie, de génération d'énergie à partir de sources renouvelables, à presque 15%, pardon, dans le but d'atteindre 100% d'ici 2050. Donc, c'est une stratégie de la part de notre gouvernement pour continuer à agir. Et ça démontre qu'il y a une continuité dans le processus révolutionnaire, parce qu'on est conscient que les blocus est là. Et même si on ne va jamais arrêter de dénoncer ces blocus, on est conscient que notre objectif, c'est de continuer à nous développer malgré ces circonstances, ces pressions extérieures qui ne vont pas finalement nous affaiblir et nous mettre au genou. Merci beaucoup. Maintenant, pour nous, jeunes Français, jeunes Françaises, cette situation, elle peut parfois paraître un peu éloignée, même si on l'a vu, on l'a déjà un peu abordé dans les discussions qu'on a eues. Il y a des moyens d'être solidaire de Cuba. Il y en a même beaucoup, c'est ça qui est intéressant, enfin, quand on passe du volet tourisme politique aux trucs qu'on a pu aborder. Mais concrètement, si on a envie de s'organiser en France pour construire la solidarité avec Cuba, comment on fait, quoi? Et qu'est-ce que propose justement la JC, en particulier les jeunes communistes, pour lutter contre l'impérialisme américain, pour construire la solidarité internationale? Je pense que dans un premier temps, il faut essayer de comprendre, avant de savoir comment on fait, c'est de comprendre pourquoi cette situation, elle n'est pas si éloignée de nos réalités. Et on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a le sujet du durcissement finalement de l'impérialisme récemment,
où on est passé d'une période de tension, de sanctions, à une période d'agression armée, de rapport de force, d'ingérence de plus en plus poussée. Et ça a des conséquences pour les peuples en termes de guerre, en termes de pillage des ressources, même de souffrance humaine, hein. Mais ça a aussi des conséquences pour nous, pour la jeunesse, sur la question de la fuite en avant militaire, de l'augmentation des budgets, de l'austérité, du chômage, et puis après la casse de nos services publics et bien entendu de l'éducation. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est les deux faces d'une même politique. C'est-à-dire que l'impérialisme qui sévit au Moyen-Orient, à Cuba, en Amérique latine, aujourd'hui c'est le même qui veut nous imposer plus de précarité, qui veut casser les services publics et finalement qui veut mettre aussi dans une certaine mesure la jeunesse au pas. Et ça, c'est ce que je pense qu'il faut qu'on réussisse à montrer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un peu deux lignes directrices. C'est le refus de l'alignement de la France sur les positions des États-Unis et la solidarité avec tous les peuples qui résistent face aux ingérences états-uniennes et en premier lieu Cuba. On l'a dit, Cuba vit aujourd'hui la pire crise humanitaire peut-être de son histoire et cette situation, à nous, elle nous oblige. Elle nous oblige parce que par le blocus, par les sanctions, en empêchant les entreprises françaises de commercer avec Cuba, en privant les Cubains de pétrole et en sanctionnant les pays ou les entreprises qui envoient du pétrole à Cuba. Les États-Unis, ils menacent notre souveraineté et non seulement ils menacent notre souveraineté, mais ils menacent la souveraineté populaire et ils essayent de faire en sorte que, ils essayent d'affamer, comme tu le disais, le peuple cubain pour tenter de renverser le gouvernement cubain. Et pourquoi un tel acharnement, on le disait aussi, et ça c'est important pour nous jeunes communistes, parce qu'aujourd'hui Cuba résiste à la domination états-unienne depuis plusieurs années, continue de résister, c'est un symbole fort, il faut continuer de les aider en ce sens, en cette direction, et puis surtout parce que Cuba montre une autre voie, une voie qui diffère aujourd'hui du libéralisme économique qu'on veut nous imposer. Tu as parlé du système de santé. Aujourd'hui, le système de santé cubain, il est reconnu mondialement. Il me semble qu'il y a proportionnellement 3 fois plus de médecins à Cuba qu'en France. Donc, c'est non négligeable. Cuba est aussi reconnu par rapport à ses vaccins. Et ça, on devrait en prendre de la graine, puisque aussi l'objectif, c'est de réussir à être moins dépendant finalement des multinationales privées sur ce sujet-là. Et quelque chose que fait Cuba, c'est d'en faire profiter tout le monde, c'est-à-dire que pas seulement le peuple cubain, mais aussi de faire en sorte que tous les peuples du monde puissent en bénéficier. Il y a la question de l'éducation, et si je ne me trompe pas, l'éducation accessible, gratuite pour tous, c'est un droit constitutionnel à Cuba. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important pour nous, jeunes communistes. Les questions de l'éducation, ça fait aussi partie des campagnes qu'on mène au quotidien, donc ça nous parle. Puis bien sûr, comme je le disais, il y a la solidarité internationale. Cuba a toujours été solidaire des peuples du monde. Cuba a mené des campagnes de lutte contre l'analphabétisme. Je ne sais pas si c'est ça le terme, l'analphabétisme en Amérique latine, a envoyé des médecins en Amérique latine, en Afrique, même en Europe, comme on l'a dit. Il y a eu les... Non, c'est tout. J'ai bugué. J'étais dans ma lancée. Et au-delà de ça, la jeunesse cubaine est très impliquée dans la vie démocratique aussi de Cuba. Ce qui aussi peut nous inspirer, puisque les jeunes Cubains ont participé aussi à la rédaction de la Constitution cubaine dès 16 ans. Donc on voit qu'à Cuba, quand même, il y a une volonté d'intégrer la jeunesse à la prise de décision.
Et ce n'est pas juste des paroles en l'air comme on pourrait le voir ici chez nous en France. Donc on voit qu'il y a une réelle nécessité de répondre à la fois aux besoins de la population à Cuba et non aux intérêts privés ou particuliers, et à la fois de répondre aux aspirations de la jeunesse. Et donc nous, forcément, pour nous, ça a du sens. Et pour nous, être solidaire de Cuba, c'est à la fois défendre la souveraineté populaire et un modèle alternatif au capitalisme. Donc c'est aussi pour ça qu'on lutte aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé une grande bataille contre l'impérialisme ces derniers mois, avec plusieurs revendications. Déjà la levée du blocus et des sanctions à Cuba, au Venezuela, la fin du génocide à Gaza et de la colonisation en Palestine, comme je disais tout à l'heure, la fin de l'alignement de la France sur les priorités euro-atlantiques. Et pour nous, ça a un triple enjeu. Le premier, c'est de réussir à déconstruire aussi la propagande impérialiste en France, d'avoir un militantisme actif pour la paix et contre l'impérialisme, et aussi d'avoir un engagement qui s'inscrit dans une perspective internationaliste. Et dans ce cadre-là très précis, on a participé, on a envoyé une délégation de jeunes communistes en août dernier à Cuba, de 18 jeunes venus de toute la France. Et on a pour objectif de participer au Festival mondial de la jeunesse et des étudiants qui va se tenir d'ici la fin de l'année 2026 au Venezuela. C'est déjà énorme. Et puis, à défaut de pouvoir rédiger la Constitution en France, ça donne beaucoup de perspectives de mobilisation pour les jeunes, quoi. Donc, je pense que tu nous as fait un beau tour d'horizon. Merci beaucoup. Sauf si tu avais quelque chose d'autre à ajouter sur le sujet, je pense que déjà, ça donne plein de perspectives là pour nous, pour notre interview. Et peut-être qu'on peut conclure, du coup. Est-ce qu'on veut bien te donner le mot de la fin pour... Je voulais juste finir par envoyer tout d'abord un message de remerciement à vous, les jeunes Français, lors de plusieurs déplacements que j'ai pu faire en France et aussi ici à Paris, bien évidemment. J'ai pu constater l'admiration, le respect, et, si je peux me permettre aussi l'amour que beaucoup de jeunes Français et de jeunes de la jeunesse communiste ont pour Cuba. Et ça, c'est très touchant et c'est très important pour nous. Évidemment, il y a des liens historiques et des liens très forts entre votre organisation et notre organisation de jeunesse, l'Union des jeunes communistes, qui se sont aussi beaucoup renforcés dernièrement. Babette mentionnait la visite des 18 jeunes communistes en août dernier, qui coïncidait aussi avec précisément le 99e anniversaire de la naissance des fidèles. Et c'est aussi un déplacement qui vous a permis de signer un accord de coopération entre les deux organisations. Donc, c'est très important tout ce que vous faites. Et le message, c'est ça. Il faut continuer à parler de Cuba. Il faut briser les blocus du point de vue concret, politique, médiatique. Et Cuba compte sur vous pour cela, parce que c'est lutter pour Cuba, c'est aussi, comme toi tu le disais, lutter contre l'impérialisme. Et nous, on compte sur vous parce que vous pouvez être à la fois porteur et acteur de ces messages, de cet espoir qu'un monde meilleur est en fait possible. C'est ça ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup.